Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Michel Pêche et je suis la directrice éducation de Bibliothèques sans frontières. Et aujourd'hui, nous recevons Samantha Giordano, une collègue qui est formatrice au sein du projet Voyageurs du numérique, qui accompagne nos partenaires sur les terrains, sur ce programme dont elle va nous parler. Et nous vous proposons ce matin, en cette veille de week-end, de découvrir des activités d'initiation à la programmation que vous pouvez faire assez simplement à la maison avec vos enfants. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Merci aussi à notre partenaire Facebook de relayer notre live en direct sur la page hashtag Ensemble à la maison. Et je vous invite à nous retrouver à nouveau cet après-midi à partir de 17h30, puisque nous recevrons le directeur scientifique de l'école des Arts Joyers qui nous parlera des perles et plus précisément des marchands de perles, des personnes qui importaient les perles du Moyen-Orient il y a plusieurs siècles déjà. Bonjour Samantha, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est avec plaisir. Bonjour à tous. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. N'hésitez surtout pas à poster, comme d'habitude, vos commentaires dans vos questions dans les commentaires du live. Nous tâcherons de les prendre en direct et d'essayer de vous apporter des exemples, des réponses aussi concrètes que possible. Et effectivement, en cette veille de week-end, avec Samantha, nous voulions vous proposer de vous initier à la programmation en famille en vous parlant de quelques activités que Samantha, qui est conseillère projet sur le programme Voyageurs du numérique, a testé sur le terrain et qu'elle peut vous montrer en direct aujourd'hui. Dis-moi Samantha, toi, ça fait maintenant plusieurs années que tu es avec nous sur ce programme Voyageurs du numérique. Tu accompagnes, tu formes des partenaires sur les terrains, tu animes aussi des ateliers. Dis-moi, est-ce que tu peux expliquer à notre audience ce qu'est le programme Voyageurs du numérique et quels sont ses objectifs? Oui, bien sûr. Alors, Voyageurs du numérique, il existe, c'est un programme qui existe au sein de Bibliothèques sans frontières depuis 2014. En fait, à la base, c'était Voyageurs du code. Donc, on s'était concentré sur l'apprentissage du code et de la programmation informatique pour les enfants, puisque c'était quelque chose qui était très d'actualité à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs. Et puis finalement, avec le temps, on s'est ouvert à beaucoup plus de sujets du numérique, comme la citoyenneté numérique et aussi tout ce qui touche à l'inclusion numérique. Donc, nous, notre mission tous les jours, c'est de pouvoir accompagner des partenaires qui sont eux sur le terrain et qui connaissent leur public et qui souhaitent proposer des ateliers autour de ces enjeux du numérique et des usages du numérique pour initier ces publics voilà, à travers des ateliers ludiques. Donc nous, on propose des formations pour ces partenaires-là et on anime aussi de temps en temps des ateliers avec voilà, tout type de public. Ça peut être des enfants, des adultes, des seniors. Il n'y a vraiment pas d'âge pour commencer à apprendre à utiliser les outils numériques et surtout à se sensibiliser à ces enjeux-là. Voilà. Et puis, grosse partie aussi qui est assez intéressante pour tout le monde, que ce soit les parents, des médiateurs numériques ou alors des bibliothécaires, des enseignants. C'est notre site donc voyageursdunumérique.org qui recense 300 fiches d'activité à l'heure actuelle. On en a d'autres qui sont en création. Ce sont des fiches qui ont été créées soit par nos équipes, soit par des bénévoles qui ont testé et imaginé des ateliers. Et en fait, toutes ces fiches d'activité-là sont gratuites. Donc, si vous cherchez des idées d'animation, allez-y. Il suffit de s'inscrire et après, vous téléchargez la fiche d'activité et vous avez plein d'idées pour animer vos ateliers. Voilà, donc ça, c'est nos trois missions qu'on fait tous les jours. Merci beaucoup, Samantha. Dis-moi, effectivement, comme tu le rappelais, c'est un programme qui avait été construit à la base autour de cette idée de casser les préjugés autour de l'apprentissage de la programmation, montrer que ce n'était pas simplement pour les geeks, que c'était accessible à tous et qu'il n'y avait pas besoin, par exemple, d'être très fort en mathématiques pour s'initier à la programmation, que c'était important aussi de découvrir ce qu'il y a derrière les technologies qu'on utilise au quotidien pour ne pas être de simples consommateurs mais vraiment des utilisateurs éclairés. Dis-moi, il y a
d'autres piliers qui sont développés maintenant au sein de ce projet qui est passé de voyageurs du code à voyageurs du numérique. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement quels sont les trois grands piliers de ce projet? Oui, alors effectivement, on travaille autour de trois thématiques. Donc la première, c'est l'inclusion numérique. Aujourd'hui, on sait que la fracture numérique, on a beaucoup entendu parler de ce terme-là. À la base, c'était une question d'accès aux outils. Très peu de personnes avaient des ordinateurs, des smartphones. Il reste encore pas mal de zones blanches ou grises, donc où il y a des zones où on n'a pas accès à Internet très facilement. Aujourd'hui, c'est plutôt une question d'usage. Les gens ne savent pas ou ne sont pas formés ou ont peur d'utiliser des outils numériques. Donc, c'est les accompagner dans cet apprentissage-là pour qu'ils deviennent ce qu'on appelle, enfin, pour qu'ils aillent vers une autonomie numérique de ces outils-là. Donc voilà, tout ce qui touche à l'inclusion numérique. La deuxième grosse thématique pour lequel nous, on forme et on propose des ateliers, c'est la citoyenneté numérique. Alors là, c'est un sujet qui est très grand, qui touche à beaucoup de choses. Par exemple, ça peut être pour comprendre ce que sont les données personnelles, comment les protéger, à quoi servent ces données personnelles aussi, plus largement ce que c'est l'identité numérique. Donc maîtriser son image sur Internet, ça peut être voilà comment protéger ses comptes sur Facebook, sensibiliser au cyberharcèlement. Donc tout ce qui peut permettre à chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, d'être un ou une citoyenne numérique responsable. Parce que on doit être effectivement, on est des citoyens dans la vraie vie, mais sur Internet, même s'il y a un écran, c'est la même chose. Et puis donc, la troisième thématique, c'est la programmation et tout ce qui touche à la bidouille. Au-delà de la programmation informatique et de l'initiation au code, c'est aussi apprendre à bidouiller, utiliser des petits outils interactifs comme des Meki, qui sont des petites cartes qui permettent de créer de l'interactivité avec des objets conducteurs en électricité, utiliser les robots, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Voilà, tout ce qui permet un petit peu d'englober ces nouvelles technologies-là qu'on voit se développer de plus en plus ces dernières années. Merci beaucoup, Samantha. Et c'est vrai que c'est un sujet qui, je pense, est d'autant plus criant aujourd'hui, en cette période de confinement, puisqu'on a vu à quel point les fractures numériques, les lignes de fracture pouvaient isoler encore plus nos concitoyens en cette période de confinement. Donc, je pense que le programme a toute toute sa légitimité est démontrée aujourd'hui et qu'il va y avoir du travail à faire pour qu'on arrive à une société qui est plus inclusive, plus égalitaire sur ces aspects-là aussi. Aujourd'hui, on va se concentrer avec vous sur le troisième pilier qu'a décrit Samantha, et celui de l'initiation à la programmation et la bidouille électronique. Samantha, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les compétences qu'on peut travailler, notamment avec un enfant, autour de ces enjeux-là? Oui, alors c'est vrai que la programmation, parfois, c'est un mot qui fait peur. Souvent, quand j'arrive soit en formation, soit même en atelier, et que je dis, on va faire la programmation, les gens me regardent un peu avec des yeux ronds, me disent, ah ouais, mais non, moi, je connais pas. En plus, parfois, on me dit, je suis nulle en maths. Mais en fait, c'est pas très grave. Tout le monde peut s'initier. Alors, surtout que quand on parle d'initiation à la programmation, on n'est pas sur, voilà. Vous n'allez pas programmer une application tout de suite, mais c'est surtout comprendre comment ça fonctionne. Donc, on sait que en fait, la programmation, c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Pas forcément de maîtriser de A à Z le sujet, mais ça va permettre en fait de développer certaines compétences. Surtout au niveau des enfants, parce qu'on sait que les enfants apprennent très vite. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'essayer de les initier assez jeunes. Par exemple, ça peut développer surtout le sens de la créativité. Par exemple, quand on va utiliser des petits outils pour créer un jeu vidéo. Prenons cet exemple-là. Au-delà de la programmation en soi, il va falloir faire appel donc à notre créativité, imaginer une histoire, des personnages, qu'est-ce qui se passe, et le retranscrire de manière numérique via un outil qui va nous permettre de programmer. Donc la créativité, c'est très important.
la programmation permet, enfin, apprendre à programmer permet de développer la créativité. C'est aussi un moyen d'apprendre à se tromper. On sait qu'aujourd'hui, à l'école, notamment, la place à l'erreur, elle est très minime. On apprend toujours, voilà, il faut pas se tromper, il faut apprendre par cœur, il faut, voilà, avoir des bonnes notes. Bon, ça c'est un sujet à part, mais la programmation, c'est aussi, comment dire, c'est apprendre à chercher l'information, pouvoir se tromper. Quand on va programmer, c'est très rare qu'on arrive à la solution du premier coup. Donc c'est aussi persévérer, ne pas lâcher, essayer de trouver ce qui ne va pas, et donc aussi par la même occasion être rigoureux. Donc ça c'est aussi une autre qualité que ça peut développer. Quand on va développer une ligne de code, ça va pas être la même chose si une action est avant une autre, ou si on met une majuscule sur une lettre alors qu'elle ne devrait pas y être. Donc tout ça, c'est aussi des compétences techniques qu'on peut apprendre au-delà de ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école ou même dans tous les jours plus tard professionnels. Et après, ça développe aussi des compétences sociales. En fait, quand on programme, par exemple, après, quand on a un niveau un peu plus élevé, quand on va programmer un site internet, on cherche toujours à faire des choses, souvent, qui ont été faites. Donc, on va aller rechercher l'information sur Internet ou on va demander à son entourage, voilà, des amis programmeurs ou d'autres communautés qui sont sur Internet, comment faire. Donc, ça aussi, ça stimule cette idée de partager, de communauté. Voilà, donc, c'est en gros des compétences qu'on va pouvoir développer grâce à la programmation. Voilà. Merci Globalement. Samantha. Merci beaucoup pour cette réponse très claire et effectivement peut-être simplement rappeler que beaucoup de ces compétences en réalité on les retrouve aussi dans d'autres disciplines et qu'en prenant l'angle, la porte d'entrée de la programmation, ça permet finalement de renforcer des acquis qu'on travaille par ailleurs en français, en mathématiques, en histoire, la capacité à vérifier de l'information, la capacité à la chercher et encore on n'a pas parlé là de simplement toutes ces compétences de syntaxe, de logique qu'on travaille aussi quand on travaille la programmation, puisque c'est un peu le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on essaye d'agencer des objets ensemble pour que tout ça ait du sens et que ça puisse réaliser ce qu'on essaye de faire réaliser comme instruction à la machine. Mais ça, je pense que Samantha y reviendra quand on parlera vraiment des activités. Et justement, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, puisque le live d'aujourd'hui a vocation à vous donner des idées d'activités qu'on peut faire à la maison pour s'initier à la programmation en famille. Samantha, je te laisse la parole peut-être pour nous suggérer quelques pistes à tester dès ce week-end. Oui, bien sûr. Juste, je me permets de revenir sur une chose dont tu as parlé. Effectivement, une précision, la programmation ne remplace pas les autres matières et les autres compétences qu'on peut apprendre à l'école. C'est vraiment en complément. Donc, voilà, c'était juste une chose que je tenais à préciser et qui est importante aussi de garder en tête. Pour les outils, alors il en existe énormément. Selon l'âge, le niveau, aussi selon le prix. Il y a des outils qui sont gratuits, il y a des outils qui sont payants. Alors moi, je vous recommande déjà de commencer par les outils qui sont gratuits parce qu'il y en a énormément et que pour commencer à s'initier, bah, finalement, ils fonctionnent très très bien. Nous, en atelier, on utilise quasiment que des outils gratuits, voire open source. Donc déjà, il y a déjà une belle offre. Alors, selon l'âge, ou même, en fait, c'est pas forcément l'âge, mais selon le niveau, plutôt parlons de ça, puisque quand on est adulte, on peut aussi commencer à apprendre à programmer grâce à des outils qui, à la base, ont été pensés pour des enfants et qui nous permettent de comprendre la logique. Parce que avant d'apprendre à programmer et de pouvoir écrire des lignes de code, l'idée, c'est de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, de comprendre que, en fait, la programmation, c'est juste une suite d'actions qu'on va pouvoir mettre à la suite et donner un ordre à une machine pour que cette machine suive l'ordre qu'on est en train de lui donner. Donc, pour commencer, déjà, moi, je vous conseille d'utiliser, de faire des ateliers qui ne nécessitent pas d'outils numériques.
Par exemple, vous pouvez, avec vos enfants, vous amuser quand vous faites de la cuisine à faire un programme informatique à base de recettes de cuisine. Euh, Si on prend l'exemple de la recette de carottes râpées, bah, finalement, c'est assez simple. Je prends des carottes, je les râpe, je les coupe et après, je les mange. On peut bien sûr détailler, hein. Donc, vous pouvez déjà commencer à faire ça avec vos enfants et leur expliquer que finalement, si votre enfant ne vous explique pas clairement ce qu'il faut faire, vous allez rater votre recette de cuisine. Déjà la base. Ensuite, vous avez d'autres activités déconnectées qui existent. Alors, il y en a quelques-unes sur notre site internet, donc vous allez pouvoir les télécharger sans problème. Une autre qui est assez sympa, c'est donc la programmation orale. Alors là, c'est vraiment pour expliquer qu'un ordinateur n'est pas intelligent, que si le programmeur se trompe dans ses lignes de code, donc dans les actions dans les ordres qu'il doit donner à l'ordinateur va se tromper aussi. Donc là, vous allez donc incarner un ordinateur et votre enfant un programmeur, par exemple. Vous allez lui dessiner un petit dessin très très simple. Alors parfois juste un carré avec un triangle, ben, ça suffit. Et vous allez lui dire, ben voilà, maintenant tu dois m'expliquer ce que tu as dessiné pour que moi je le comprenne le plus facilement possible et pour que je puisse le redessiner sans voir le dessin. Voilà, donc très simple. Et on est déjà quand même en train de faire de la programmation puisque on s'initie à ce que ça veut dire. Tout ça, Samantha, sont des activités que tu appelles des activités déconnectées. Est-ce que tu peux peut-être expliquer à notre audience pourquoi ce sont des activités déconnectées? Alors, c'est des activités déconnectées parce que tout simplement, c'est apprendre à utiliser le numérique sans outils numériques. Mmh. Voilà. Donc, c'est aussi casser les barrières qu'on a vis-à-vis de l'outil et de montrer qu'on peut commencer à apprendre à utiliser ces outils, mais sans ces outils-là, et de se dire, d'enlever cette peur de oh, je vais mal faire, je sais pas comment on fait, je sais pas utiliser ce logiciel. Non, c'est pas grave. Déjà pour s'initier, essayer de juste de comprendre comment ça fonctionne et d'avoir cette logique. Voilà, tout simplement pour Super. commencer. Et après, on peut continuer. Donc là, passer justement sur des outils. Il y a de très nombreuses applications qui existent. Alors moi, pour commencer, je peux vous en donner quelques-unes qui sont gratuites à télécharger, soit sous Android, soit sous iOS, disponibles sur les deux. Alors, nous avons perdu Samantha, mais je pense que sa connexion va se rétablir. Euh, Excusez-moi, je vais juste essayer de l'inviter à nouveau pour être sûr que cela fonctionne. Mais ça ne devrait pas tarder à revenir. Effectivement, pour celles et ceux qui nous rejoignent, Samantha, qui est conseillère projet pour le programme Voyageurs du numérique, commençait à nous donner des idées d'activités qu'on peut faire en famille pour s'initier à la programmation. Voilà, la revoilà. Désolée. Pas de souci. Nous t'avons perdu au moment Oui. où tu commençais à nous parler des outils gratuits qu'on peut utiliser pour s'initier à la programmation. Oui, exactement. Donc en fait, il y a pas mal d'applications qui sont disponibles, donc je disais soit sous iOS, soit sous Android, et qui sont gratuites et qui permettent de comprendre un petit peu toujours la programmation sans commencer à écrire des lignes de code qu'on peut voir pour développer un site internet. Alors moi, je vous conseille, il y en a déjà deux qui sont assez sympas et assez simples. Alors la première, donc c'est Lightbot. L'idée, c'est de programmer un petit robot pour qu'il arrive à allumer une lumière. Donc, il faut indiquer le chemin à parcourir à ce robot-là. Donc, très simple, avec des touches d'action. J'avance, je tourne à droite, je tourne à gauche, j'allume la lumière. Donc, vraiment des indications basiques. Mais ça permet aussi, là, de voir que finalement, si on se trompe, le robot, il va se tromper aussi. Dans le même genre. Ouais. Tu veux nous partager ton écran peut-être, Alors, voir... là pour le coup, je vais partager, mais là pour le coup, c'est une application, donc je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Une version, il y a simplement le site que tu peux montrer parce qu'il y a quelques exemples dessus. Oui, oui, voilà, exactement, je vais faire ça. Alors, hop, screen. Tac. Hop, voilà. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est très, très simple. Donc, on a un petit robot avec un parcours.
et donc une touche avancée, une touche allumée, tourner à droite, tourner à gauche et sauter. Et donc, on va devoir juste hop, mettre les lignes d'action dans le bloc à droite pour faire avancer le robot, tout simplement. Pardon, excuse-moi, j'avais un petit souci de micro. Pas de Super, souci. merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres Voilà. idées d'applications ou de sites qu'on peut utiliser en Oui, famille? après, vous avez donc Scratch Junior qui permet, en fait, ça va être la même chose. On va être sur la programmation. Alors, en utilisant, alors là, pour le coup, je peux pas vous partager trop d'images, mais vous pouvez aller voir sur Internet. Là, c'est une application exclusivement aussi. Ça va être le même principe. On va devoir assembler donc des petites pièces de puzzle pour faire avancer et créer notre petite histoire, notre petit personnage. On peut ajouter des fonds. Donc là, on va déjà un peu plus loin dans la créativité, on est un peu plus libre d'imaginer son histoire et ce que notre petit personnage va pouvoir faire. Voilà, donc déjà pour débuter, ça peut être assez sympa et après passer sur l'ordinateur. Là, je peux vous en donner deux qui sont assez bien, que nous, on a l'habitude d'utiliser en atelier, à la fois pour les enfants et à la fois pour les adultes. On a un jeu qui est moi, j'adore, je suis tombée amoureuse de ce jeu. C'est Ubisoft qui l'a créé, qui est gratuit. Ça s'appelle Les Lapins Crétins apprend à coder. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. L'idée, on est toujours dans la même logique. On doit faire un lapin crétin, un parcours pour qu'il renvoie des bah, en fait, il faut qu'on les renvoie chez eux dans l'espace. Donc, c'est assez drôle. Je vais essayer de trouver. Voilà, j'ai trouvé. Hop, deux petites secondes. Je vais vous partager donc l'écran. Ah, ça ne marche pas. Ah, c'est bon. Hop. Oh zut, désolée. Effectivement, ça permet aussi aux enfants de retrouver peut-être un univers de jeux vidéo qu'ils connaissent déjà et de le retrouver qui plus est sur un jeu d'apprentissage de la programmation. Je te mets en plein écran pour qu'on puisse bien voir ce que tu nous Ouais, montres. pas de souci. Alors là, vous voyez, à la différence de l'iBot où on avait des choses très visuelles avec des flèches, on commence à avoir du texte où on doit déplacer en avant, déplacer en arrière, tourner vers la gauche. Et donc, l'univers du jeu ressemble vraiment au lapin crétin qu'on connaît. Et donc, on va devoir voilà, les guider dans leur petit parcours pour les renvoyer chez eux via les machines à laver. Donc, il me semble qu'il y a 34 niveaux. Et en fait, ce jeu est très addictif. Donc, on a du mal à s'arrêter quand on commence. Donc, c'est assez drôle. Et l'avantage, en fait, de ce jeu-là, c'est que ça permet de comprendre petit à petit vraiment les différents algorithmes. Donc, avec la suite d'actions qui est toute simple, les répétitions. Donc, je fais tout le temps la même répétition. Au lieu de réécrire à chaque fois, plusieurs fois la même chose, je fais une boucle, ce qu'on appelle une boucle, etc., etc., les variables. Et donc, on a vraiment un niveau graduel petit à petit. Donc, celui-là, il est vraiment très, très chouette. L'avantage, c'est quand on commence à coder, c'est qu'on n'a pas, on enlève en fait cette notion de créativité où il va falloir qu'on imagine ce qu'on veut faire. Là, on a un objectif, c'est comme un jeu vidéo, il faut atteindre l'objectif. Et après, pour aller encore plus loin, vous pouvez utiliser donc le logiciel Scratch, qui à la différence de l'application est beaucoup plus poussé. On va arriver, alors, je vais vous repartager mon écran pour que vous voyez. Hop, screen share. Hop là. Ah, voilà. Ah non, c'est pas le. Ah non, mais là, je suis sur Scratch Junior. Alors,
Donc Scratch est un logiciel qui a été développé par le MIT, qui est donc gratuit. Et donc vous pouvez... Oh, ma connexion est vraiment pas terrible. C'est en train de charger, j'imagine. Effectivement, Scratch, vous allez peut-être reconnaître certains Ouais. des blocs qu'on retrouve dans d'autres jeux, d'ailleurs, parce qu'en réalité, c'est basé sur une technologie développée par le MIT Media Lab, un laboratoire du MIT qui travaille sur le média et sur les usages du numérique, et qui ont créé une technique où finalement on apprend à coder avec des blocs, un peu comme des puzzles qu'on assemble. Et qui permettent d'écrire tout un programme. Ça n'a pas chargé encore de ton côté, Samantha? Non, et en fait, Bon. ma connexion, voilà, ça va nous faire perdre du temps. Donc, en gros, là, l'idée, c'est d'être un peu plus autonome sur la création d'une histoire ou d'un jeu et d'aller vraiment plus loin dans la programmation. Et ce qu'il y a de bien, c'est que sur le site de Scratch, vous allez trouver énormément de ressources pour vous aider soit à trouver des idées, soit à savoir comment faire finalement. Donc voilà, progressivement, vous pouvez passer à des activités déconnectées, à des applications type Lightbot ou Scratch Junior. Il y en a d'autres, je vous invite à aller regarder aussi sur Internet. Et puis après, sur des logiciels comme les lapins crétins et puis Scratch qui permet quand même de faire énormément de choses. Voilà, déjà, ça vous fait quelques activités progressives pour commencer à s'initier au code et à la programmation. Merci énormément, Samantha, pour cette belle sélection d'activités et d'outils qui vont nous permettre de tester l'initiation de la programmation en famille. Vous retrouverez pour celles et ceux qui nous regardent toutes les références mentionnées par Samantha dans les commentaires du live. Et vous trouverez également le lien vers notre site internet voyageurdunumérique.org où vous retrouverez toutes les fiches d'activité qui sont liées à ces outils. Dis-moi, Samantha, je te propose qu'on prenne peut-être quelques-unes des questions de l'audience. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans les commentaires, et notamment celle-ci de Val Sabi qui nous demande c'est pour quel âge environ et à partir de quand est-ce qu'on peut apprendre à programmer? Mais en fait, j'ai envie de dire à partir de 4-5 ans, vous pouvez commencer à faire des activités, soit, voilà, comme on disait, sans ordinateur, soit avec des applications. Ah, pour les tout petits, je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez Codecart qui permet de faire avancer une voiture. Et là, c'est vraiment pensé pour les petits à partir de 4-5 ans. Il n'y a pas même pas besoin de savoir lire, juste reconnaître des couleurs. Donc, a priori, ça marche très très bien. Nous, on a l'habitude de l'utiliser. Et après, il y a pas d'âge limite. Même si vous êtes adulte, vous pouvez commencer à apprendre à programmer. Moi, j'ai appris il y a 1 an et demi, 2 ans. Voilà, avant, je n'avais jamais fait ça. Donc, tout le monde, à partir de 4-5 ans, vous pouvez commencer à apprendre, au moins s'initier à la programmation. Effectivement, s'initier à la logique qui est derrière la programmation. Vous entendrez parfois ce terme d'algorithmique. C'est ça que ça désigne, la logique qui régit finalement la manière dont on programme. Et Samantha, tu le mentionnais un petit peu tout à l'heure, et j'imagine que ça peut être une inquiétude des parents. On essaye souvent de limiter le temps que les enfants passent devant les écrans. C'est sans doute difficile en cette période de confinement avec la continuité pédagogique qui oblige les enfants à se connecter, avec le fait que on a moins d'activités en plein air à leur proposer ou d'activités physiques simplement à leur proposer. Comment est-ce qu'on peut gérer les deux, le fait d'éviter de passer trop de temps devant les écrans et en même temps de vouloir les initier à la programmation? Alors, déjà, je pense que c'est deux choses différentes. Il y a une différence entre être passif devant un écran en regardant des vidéos ou voilà, et être actif. La programmation, les enfants vont être actifs devant leur ordinateur, ils vont être en position de créateur. Donc là, on a une différence. Je trouve que c'est quand même plus intéressant
sont en train de créer leur jeu vidéo ou leur petite histoire interactive plutôt que de regarder pendant des heures les écrans. Après, c'est toute une question aussi d'accompagnement, c'est poser des limites. Bien sûr, ne laissez pas vos enfants en train de, même sur Scratch, toute la journée devant l'ordinateur. C'est à vous c'est aux parents de les accompagner, de poser des limites. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, il y a toutes ces activités déconnectées qui permettent aussi Oui, de découvrir la programmation sans forcément être devant un ordinateur et en plus en créant du lien avec les frères et sœurs ou avec les parents. exactement. Et puis il y a aussi, alors j'en ai pas parlé, mais au niveau des outils payants, vous avez ça peut passer par des robots aussi, programmer des robots. Mhm. Alors là, voilà, on n'est plus sur de la gratuité, mais si vous voulez aller plus loin, ça existe. Il y a des robots qui sont plus ou moins chers. Vous avez aussi des jeux de société qui permettent de faire ça. Donc on pourrait vous donner quelques exemples à mettre après sur le site internet pour que vous puissiez les retrouver. Mais voilà, ça peut passer aussi par des choses complètement déconnectées, effectivement. Mhm. Et on a justement un auditeur, Eugène, qui commente et qui dit ça me rappelle le jeu Mastermind. Euh, et effectivement, il y a des jeux de société qui font aussi appel à des logiques de déduction, d'algorithmique, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on essaye de travailler en programmation. Oui, effectivement. Après, on peut faire le lien avec d'autres jeux. C'est vrai que Mastermind, c'est un peu ça. C'est bah si ce n'est pas cette couleur, alors ça peut être cette couleur. Et donc, on rentre finalement dans cette logique aussi d'algorithme qu'un ordinateur finalement peut faire. Oui, effectivement, pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas ce jeu de société, c'est un jeu qui se joue à deux ou en équipe, deux équipes se font face, et il s'agit de deviner la séquence couleur de l'autre, de l'adversaire, en faisant, en déduisant, d'après ses feedbacks qui sont c'est correct, c'est incorrect, progressivement sa séquence. On a des petites billes et puis il faut essayer de deviner ce que l'adversaire a créé. Et dis-moi, Samantha, tu nous parlais tout à l'heure de ton apprentissage de la programmation. Question peut-être un peu généraliste, un peu naïve, mais combien de temps est-ce qu'il faut pour apprendre à programmer? Ben, ça dépend. Ça dépend aussi, je pense, l'âge. Un enfant de 6 ans va pouvoir s'initier à la programmation. Je suis pas certaine qu'il va pouvoir développer un site internet. Mais en fait, ça dépend. La programmation, c'est assez complexe. Alors, il faut bien différencier. En tout cas, pour moi, je différencie l'initiation à la programmation, où on va pouvoir faire quelque chose, et la programmation vraiment j'aime pas trop ce mot, mais entre guillemets, complexe, où là, derrière, on entend développement de sites internet, d'applications mobiles, de logiciels, qui là va demander beaucoup plus de temps, surtout qu'il existe de nombreux langages de programmation. Donc, c'est à chaque fois réapprendre plus ou moins une langue. Après, ça dépend le temps aussi qu'on veut passer dessus, notre motivation. Généralement, pour ce qui est de l'initiation à la programmation, ça va très très vite. Un enfant, quand on le met devant l'iBot ou les lapins crétins Mhm. ou un autre logiciel ou une autre application, il comprend très très vite. Donc, en l'espace de 1 ou 2 heures, il va être autonome sur ça. Sur Scratch, moi, j'ai eu l'occasion de faire des parcours d'activité en l'espace de 4 ou 5 heures. Ouais, les enfants Mhm. étaient quasiment autonomes sur D'accord, le logiciel et ont pu créer tout seuls, à l'aide de petites ressources à côté, mais en autonomie, un jeu vidéo. super. Voilà. Super, merci beaucoup. Samantha, c'est assez encourageant parce que ça veut dire qu'on peut commencer ce week-end et déjà à la fin du week-end avoir de bonnes bases et pouvoir reprendre ça la semaine prochaine en famille. Dis-moi, on a quelques questions et quelques remarques des auditeurs. N'hésitez surtout pas à continuer à poser vos questions dans les commentaires du live. Régine nous parle d'un livre qu'elle a découvert et qui propose des idées d'activités qui sont absolument géniales. Elle nous dit, ce livre est super, j'explore le monde numérique, 52 activités sans écran aux éditions Erol. Et on a une question d'un autre auditeur qui demande s'il existe un livre sur le monde de la programmation par bloc. Est-ce que tu as des suggestions de livres
de sites où on peut trouver ce type d'activité? Oui. Alors, il en existe énormément. Scratch, alors déjà sur Scratch, en ce qui concerne la programmation avec des blocs, pardon, il y a des livres pour apprendre avec Scratch qui existent. Il y a même, vous avez des activités, alors directement sur le site de Scratch. Alors, c'est pas des bouquins, mais ça fait déjà des ressources. Mais alors, j'ai pas de nom de livre en tête, mais je pourrais vous en trouver. Mais effectivement, je sais qu'il existe beaucoup de livres sur Scratch et notamment, alors aussi des jeux, des boîtes de jeux en fait avec des Mhm. cartes pour essayer de développer la créativité et pour se dire bah, voilà, comment je crée mon histoire, qu'est-ce que je dois faire. Il existe aussi des choses avec Minecraft. Alors là aussi, on est encore sur un niveau un peu plus poussé, à peu près au même niveau que Scratch, on va dire, et avec des livres qui permettent d'aider à programmer et d'avancer dans son jeu. Donc au début, c'est vraiment, on est guidé par ça, et puis finalement, on devient autonome, puisqu'on prend des réflexes et on sait comment ça fonctionne. Donc c'est assez chouette. Donc je vous donnerai, je pourrais vous en donner, chercher 2, 3 livres, là je les ai plus en tête, les noms. Super, merci beaucoup Samantha. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement poster dans les commentaires après le live les références qu'on aura trouvées pour continuer à vous guider et vous retrouverez toutes ces références aussi sur la bibliothèque numérique de Bibliothèques sans frontières qu'on a commencé à créer au tout début du confinement qui se trouve sur nos sites internet, donc www.bibliosansfrontières.org pour la France et www.bibliosansfrontières.be pour la Belgique. Vous retrouverez toutes ces références. Euh, Effectivement, pour répondre à la question d'Ogen qui nous demande si Scratch s'écrit comme ça, moi qui ai devant les yeux les commentaires, c'est bien ça. On a aussi Jonathan qui travaille avec nous, qu'on a eu la chance de recevoir hier, qui cite un livre très complet pour Scratch qui s'appelle Le Grand Livre de Scratch de Majed Marge aux éditions Erol aussi. Donc voilà une première référence. Samantha, dis-moi pour peut-être ceux qui veulent aller encore plus loin par rapport à l'initiation à la programmation, est-ce que tu aurais quelques conseils de sites ou de cours en ligne qu'on peut tester? Oui, 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 bien sûr. Alors c'est vrai que si vous voulez aller encore plus loin et commencer à rentrer dans le vif de la programmation et à toucher à des langages de programmation comme JavaScript, comme Python, alors là, il y a énormément de ressources sur Internet et c'est un peu un des avantages de vouloir apprendre à programmer, c'est qu'il existe énormément de ressources sur Internet, des forums, de sites, voilà. Donc moi, je peux vous en conseiller quelques-uns. Alors, vous avez déjà le site de MOOC, donc qui sont des cours en ligne, qui s'appelle Open Classroom, et dessus, vous allez pouvoir avoir énormément de cours, de vidéos pour apprendre à programmer, pour aller vraiment, enfin, à programmer vraiment avec des lignes de code, ce qu'on appelle des lignes de, enfin voilà, donc ce qu'on appelle le JavaScript, le Python, HTML. Donc vraiment là, si vous voulez rentrer voilà, dans le développement de sites internet, par exemple, vous avez aussi alors pour les plus petits, on va dire niveau intermédiaire aussi, vous avez ClassCode qui recense pareil des vidéos, des cours, des exercices et qui permettent de s'initier facilement. Voilà, il y en a pas mal. Et un dernier, alors qui est Code Academy. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est en anglais, mais qui est assez chouette, qui est assez chouette aussi. Et puis, si vous voulez apprendre, mais en étant guidé, vous avez énormément de stages, donc des associations qui proposent des stages, soit les mercredis après-midi pendant les vacances, pour les enfants, les adultes, pour s'initier à la programmation petit à petit. Alors, je sais qu'en ces temps de confinement, ils proposent des cours en visio. Donc ça, Mhm. c'est assez chouette. Alors, il y en a quelques-uns là que je peux vous donner. Par exemple, vous avez l'association. Alors, ben déjà, vous avez l'association. Donc, vous avez le club des voyageurs du numérique de la Gaîté Lyrique. Alors ça, c'est pour ceux qui ont la chance
d'être sur Paris, donc qui propose des ateliers les mercredis soirs. Et puis ensuite, vous avez par exemple Magic Maker qui propose des ateliers. Vous avez, alors pour nos amis belges, Codo Wallonie, pareil, qui propose des ateliers. Et donc ça, vous pouvez très facilement les trouver en faisant une recherche aussi sur Internet. N'hésitez pas. Et puis, alors là encore, pour le coup, c'est pas des ressources qui sont gratuites. En tout cas, pour les ateliers, c'est pas souvent pas gratuit. Il va falloir payer. Alors, c'est plus ou moins cher. Pour ce qui est des ressources que je vous ai données, les sites internet, là, ceux dont je vous ai parlé, ils sont gratuits. Donc, c'est ça aussi l'avantage. Mais il faut pouvoir être autonome. Merci beaucoup, Samantha. Et effectivement, je vous invite à vraiment rejoindre ces communautés parce que c'est parfois pas facile d'apprendre seul à la maison et souvent il existe des communautés d'apprenants qui s'entraident, qui se partagent des bonnes pratiques. On a souvent cette image du développeur qui est seul face à son ordinateur et en réalité, c'est partie des clichés qui ne se vérifient pas dans la réalité, puisque très souvent, comme le disait Samantha tout à l'heure, on travaille en groupe. Il y a de nombreux forums, blogs qui permettent de résoudre les problèmes collectivement. Et en réalité, c'est souvent par l'intelligence collective qu'on arrive à résoudre ces problèmes-là. Et les développeurs le savent mieux que personne. Exactement. Euh, et effectivement, je vois que Céline Collas, qui est formatrice et animatrice pour Coder Dojo en Belgique, est connectée au live. On avait eu la chance de la recevoir pour parler justement d'éducation au numérique et développement de compétences numériques avec Michael Dugger, tous les deux en ce début de confinement. Effectivement, n'hésitez pas à aller sur le site de Coder Dojo en Belgique puisque il offre de nombreuses références et de nombreux ateliers également. Oui, Peut-être. c'est vrai. Et pour Oui. ceux qui sont en France, il me semble qu'il y a aussi pas mal de dojos en France qui permettent d'accéder à des ateliers aussi. Absolument, absolument. N'hésitez surtout pas à vous connecter sur tous ces sites. Vous retrouverez toutes les références, notamment dans le fil de ce live. Peut-être une dernière question, Samantha. Parfois, alors c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, nous, à Bibliothèques sans frontières, quand on parle à des parents autour de ces nouveaux programmes, on entend des parents qui nous disent, et des enseignants qui parfois nous disent qu'ils ont l'impression que les enfants en savent plus sur le numérique qu'eux, alors à tort ou à raison, parce que parfois on commence à avoir de nombreuses études qui montrent que ce mythe de ce qu'on appelle en anglais le digital native, l'enfant qui serait né dans un univers complètement numérique et qui aurait une capacité innée ou en tout cas très très précoce à s'emparer de ces outils-là, ce mythe est en train de s'effondrer. Euh, quel conseil tu aurais à donner aux parents pour justement prendre ce sujet en main en famille? Alors, c'est vrai que pour le coup, les enfants ont tendance à apprendre très vite. Donc, quand il s'agit de l'initiation à la programmation, ils avancent plus vite que les parents. Mais après tout, enfin, moi, je trouve que c'est pas très grave. Pour une fois que la situation est inversée, finalement, ça peut être chouette aussi. C'est pas parce qu'on est parent qu'on est obligé de finalement tout savoir et tout maîtriser. C'est l'occasion d'apprendre ensemble, finalement, de commencer parents et enfants au même niveau et d'apprendre ensemble à évoluer sur ces sujets-là. Je vous conseille par contre, si vous voulez initier vos enfants à la programmation, de tester quand même les outils avant, de les manipuler, ne serait-ce que voilà une demi-heure, 40 minutes, pour savoir un petit peu à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez quand même mieux les accompagner. Après, si vous vous retrouvez en face d'enfants qui comprennent mieux que vous, mais en fait c'est pas grave. Utilisez ça pour valoriser vos enfants et dire bah ok, bah en fait tu vois, même si moi je suis un adulte. Bah, tu sais des choses que moi je ne sais pas, donc apprends-moi. Moi je suis demandeur, comme moi des fois je t'apprends des choses, bah, inversons les rôles. Donc voilà,
essayer de retourner la situation pour créer quelque chose de bienveillant. Je trouve que c'est assez chouette finalement nous, quand on fait, j'ai l'occasion de faire des ateliers justement avec des parents et des enfants ensemble, et les parents des fois me regardent de l'air je sais pas, et lui c'est, mais c'est pas grave, c'est pas grave en fait. Donc souvent je fais en sorte que l'enfant dise bah ok, toi tu as compris, donc apprends à ta maman ou à ton papa comment tu as fait, explique-lui. En fait, voilà. Et ça, c'est aussi quand vous allez accompagner vos enfants sur l'initiation à la programmation. Comme tout autre sujet, finalement, c'est aussi essayer au minimum de lui donner la réponse et plutôt de l'accompagner à ce que lui trouve tout seul la réponse. Donc, s'il est bloqué à un moment donné, lui poser des questions, dire ah ben t'es sûr que c'est ça, est-ce que c'est pas mieux, peut-être que voilà là tu t'es trompé, comment on pourrait faire, mais ne jamais lui donner la réponse du premier coup parce que justement la programmation c'est un bon exercice pour développer un peu cet esprit de cette réflexion et l'esprit de logique, donc essayer de rentrer dans ce jeu au maximum là, voilà. Mais à un moment donné, si vous êtes bloqué, bah finalement c'est pas grave, essayez, prenez cette occasion là pour essayer de trouver avec votre enfant la solution à deux. Voilà, et ça permet aussi de renforcer finalement les liens que vous avez dans la famille. Merci beaucoup, Samantha. Effectivement, c'est aussi l'occasion de montrer que on n'est pas toujours sachant et que quand on ne sait pas, eh bien, il y a des méthodologies pour trouver l'information la plus fiable possible. Et c'est l'occasion justement d'expérimenter ça en famille. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le fait de donner des indices aux enfants pour qu'ils puissent trouver la réponse par eux-mêmes, on a un commentaire d'Yvan qui nous dit l'initiation à la programmation via le jeu fait que les enfants entrent très vite dans la logique des algorithmes, il me semble. Et effectivement, utiliser la mécanique du jeu pour l'apprentissage, je pense, se manifeste particulièrement bien dans l'initiation à la programmation et tu le mentionnais tout à l'heure, rend le jeu vraiment à la fois progressif et enfin cet apprentissage vraiment progressif et en même temps permet de créer une vraie stimulation de la curiosité de l'enfant et une envie de se dépasser et de continuer. Ah oui, c'est exactement ça, ouais. Et ça n'empêche pas par ailleurs discuter du sujet numérique en famille. On aura peut-être l'occasion de te recevoir à nouveau pour parler cette fois-ci de citoyenneté numérique, mais pour le coup, ce sont des sujets qu'on peut aborder en famille, même si on ne se sent pas particulièrement expert. En tout cas, ce sont des débats qu'il est important d'avoir en groupe. Oui, Merci oui, oui. énormément, Samantha. Mais merci beaucoup à tous. Voilà. J'espère que ça vous a un peu éclairé et donné envie de programmer un petit peu.